Au Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, alors que l'accord de trêve à Gaza continue d'être violé par l'entité sioniste, les négociations pour enclencher sa deuxième phase devraient débuter demain. La première étape de l'accord de trêve toujours en cours. Les 25 détenus palestiniens sur 183 libérés ont été accueillis en héros ce dimanche en Cisjordanie occupée. Le passage de Rafah reprend du service, un soulagement pour les blessés et les malades palestiniens qui peuvent enfin se déplacer en Égypte pour recevoir des soins. Et puis, guerre au Soudan, au moins 54 personnes ont été tuées dans un bombardement imputé aux forces de soutien rapide ayant ciblé un marché à Omdurman, proche banlieue de la capitale. Et enfin, conflit en RD Congo, les déplacés commencent petit à petit à rejoindre leur maison à Goma, alors que le chef de la diplomatie algérienne poursuit ses efforts de médiation avec ses homologues africains pour trouver un règlement pacifique définitif. Bonsoir à tous. Les violations de l'accord de trêve par l'entité sioniste se poursuivent. Ce dimanche, un enfant est tombé en martyr dans un bombardement ayant visé une voiture près de Nusayrat au centre de la bande de Gaza. Le bilan s'élève donc à 47 487 martyrs et 111 588 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. On continue justement à parler de cet accord de trêve. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani, a appelé ce dimanche les parties concernées à commencer immédiatement à négocier la deuxième phase de l'accord, ajoutant qu'il n'y avait pas de plan clair quant à la date à laquelle les pourparlers commenceraient. According to the agreement, phase 2 negotiations should start tomorrow. We started already engaging with the. According to the agreement, phase 2 negotiations. Selon l'accord, la deuxième phase des négociations devrait débuter demain. Nous avons déjà commencé à dialoguer avec les parties afin de définir l'ordre du jour et de commencer à engager ces discussions. On ne sait pas encore clairement où les délégations se réuniront et quand cela aura lieu. Mais au moins par téléphone, ces discussions ont commencé. Et nous espérons que nous commencerons à voir des progrès dans les prochains jours. En ce qui concerne la deuxième phase des négociations, nous exigeons qu'elle s'engage immédiatement comme le stipule l'accord. Bien sûr, ce dont nous avons été témoins au cours des 2 dernières semaines et pendant la mise en œuvre de l'accord, c'est que, en fin de compte, c'est la seule voie qui puisse aboutir à un résultat, qu'il s'agisse du retour des otages israéliens, de la libération des prisonniers ou de la fin de la guerre. Accueillis en héros, les 25 détenus palestiniens sur 183 libérés par l'entité sioniste dans le cadre de l'accord de trêve sont arrivés ce dimanche en Cisjordanie occupée. Des scènes de liesse ont été observées dans le gouvernorat de Ramallah, accompagnées d'un sentiment de soulagement lorsque les familles des détenus ont enfin pu retrouver leurs proches. J'envoie un message au monde entier. Il y a un peuple sur cette terre qui mérite la vie et qui mérite de vivre en liberté. La joie est grande et indescriptible. Je suis de retour dans ma famille et dans ma patrie, la Palestine. J'espère que la situation dans la bande de Gaza va s'améliorer. Je n'ai jamais perdu espoir. Même depuis le moment où j'ai été capturé, de sortir des prisons de l'injustice. Car derrière moi se trouve un grand peuple qui n'oubliera jamais son propre peuple enfermé dans les prisons de l'occupation. Aujourd'hui, la plus belle nouvelle est qu'ils ont été accueillis par leur famille après de nombreuses années.
Nous sommes dans un état de tristesse face à ce qui se passe à Gaza, qui a payé un lourd tribut en sang et en destruction. Le prix de cette sortie est élevé. Alors nous disons miséricorde et éternité aux victimes palestiniennes. Et nous saluons les familles de Gaza qui ne peuvent pas trouver de logement. Et dans ce contexte, le chef de la diplomatie qatari n'a pas manqué de réaffirmer la position très ferme du pays contre la déportation du peuple palestinien. On écoute. Le Qatar adopte une position très ferme contre la déportation du peuple palestinien. Cette position a été exprimée hier au Caire lors d'une réunion avec d'autres ministres arabes ainsi que lors de notre réunion. Pour nous, il est très clair que ce n'est pas une politique que nous soutiendrons. Nous nous engageons avec l'administration du président Trump. Nous espérons qu'il n'y a rien à redire. Et de son côté, la Turquie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est dit prête à accueillir certains Palestiniens libérés par l'occupation sioniste afin de soutenir l'accord de trêve. À l'époque, on nous a demandé d'accueillir des Palestiniens et nous avons accepté. Notre président a déclaré que nous sommes prêts à accueillir certains des Palestiniens libérés avec d'autres pays afin de soutenir l'accord. La Turquie, avec d'autres pays, fera ce qui lui incombe à cet égard pour que l'accord de cessez-le-feu puisse rester en vigueur. Et après 15 mois de génocide, il est enfin possible pour les Palestiniens de Gaza de se soigner. L'Égypte a d'ailleurs commencé à accueillir les Palestiniens blessés ou malades qui entrent dans le pays pour des soins de santé via le passage de Rafah, réouvert depuis hier. Sohela Kilal. Après 15 mois de génocide et un système de santé complètement dévasté, le nombre de patients palestiniens nécessitant une prise en charge médicale à l'étranger s'est décuplé. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les transferts ont fort heureusement repris. La première évacuation a d'ailleurs commencé au complexe médical Nasser à Khan Younes. Elle a concerné 37 patients dont une majorité d'enfants et leurs 37 accompagnants soulagés de pouvoir enfin traverser le passage de Rafah pour des soins en Égypte. Mon fils est malade. Les médecins suspectent une fibrose kystique dans les poumons. Lorsque j'ai reçu l'appel hier concernant notre déplacement pour le faire soigner, j'étais heureuse. J'étais soulagée de savoir que mon fils allait recevoir son traitement. Il souffre d'une maladie immunitaire rare et dangereuse appelée nécrolyse épidermique toxique. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui attaque le corps et qui touche une personne sur 2 millions dans le monde. Dès que nous avons appris que nous devions nous rendre au poste frontière de Rafah pour faire sortir Mu'tassem afin qu'il soit soigné, nous avons été submergés par les émotions. Nous sommes très heureux. Entre 12 000 et 14 000 patients dans un état critique doivent être évacués médicalement hors de Gaza pour recevoir les soins nécessaires. Mais pour ce faire, il est nécessaire de créer davantage de couloirs médicaux pour garantir que les malades et les blessés de Gaza puissent accéder aux soins dont ils ont besoin. L'OMS estime qu'entre 12 000 et 14 000 patients dans un état critique doivent être évacués de Gaza. Ce n'est donc qu'un début. Nous devons vraiment accélérer le rythme. Ce dont nous avons besoin, ce sont des couloirs médicaux à l'extérieur de Gaza pour garantir que les 12 000 à 14 000 patients puissent sortir. Nous venons de terminer l'évacuation médicale d'aujourd'hui, au cours de laquelle 37 patients ainsi que 39 accompagnants ont été évacués vers l'Égypte via Rafah, où ils continueront de recevoir des soins spécialisés. Dans la soirée d'hier, pas moins de 50 patients, dont 30 enfants, atteints d'un cancer, sont arrivés à l'hôpital d'El Arish en Égypte, à 50 km à l'ouest du point de passage de Rafah. Un soulagement pour tous ces patients qui pourront enfin recevoir les soins nécessaires et aspirer à un nouveau départ après les 15 mois de cauchemar imposés par Netanyahou et sa horde. Vous l'avez vu, les patients évacués de la bande de Gaza arrivés en Égypte ont donc commencé leurs soins dans les hôpitaux. Un sentiment de soulagement et d'espoir parmi ces blessés, accompagnés de leurs proches, à l'exemple d'Ahmed et de sa mère, Islam Abou Taha. Amlam Zinzitouni.
Islam Abou Taha, une mère palestinienne, parmi ceux qui ont accompagné leurs enfants blessés en Égypte après avoir été évacués via le poste frontière de Rafah hier. Islam est soulagée après que son fils de 17 ans, Ahmed, ait reçu des soins médicaux ce dimanche 2 février. Il n'y a rien de plus précieux au monde qu'un fils. Ahmed est mon fils et mon âme. Nous étions très heureux que cette guerre ait cessé. Merci à Dieu pour ce cessez-le-feu. Ahmed a été blessé dans une frappe sioniste. Il a perdu l'articulation de son bras droit et souffrait d'une hémorragie interne avant d'être soigné à l'hôpital Nasser de Raza. Désormais, il reçoit des soins supplémentaires à l'hôpital central Sheikh Zouaïd dans le nord de Sinaï en Égypte, dans l'espoir de recevoir une greffe articulaire qui lui redonnerait une certaine mobilité. Quand Ahmed a été blessé pendant la guerre, c'était à cause d'une frappe sioniste. Alors, ils l'ont immédiatement transféré à l'hôpital Nasser. Là, ils l'ont soigné. La première chose qu'ils ont constatée, c'est que toute l'articulation de sa main avait disparu, en plus du fait qu'il souffrait d'une hémorragie interne. J'aurais aimé pouvoir être soigné rapidement et être rétabli rapidement afin de pouvoir continuer à mener une vie normale. Par exemple, aller travailler avec mon père ou sortir avec les garçons. Mon bras droit doit subir une greffe d'articulation pour que je puisse mener ma vie normale. C'est peut-être le début du chemin de la guérison. Le poste frontière de Rafah est à nouveau ouvert depuis samedi. Ce point de passage entre Raza et l'Égypte devrait permettre l'évacuation des blessés palestiniens vers les hôpitaux égyptiens. Car à Raza, le système de santé a quasiment été réduit à néant par l'occupant sioniste. Les raids d'agression sionistes s'amplifient en Cisjordanie occupée. 2 jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche suite à une frappe sioniste ayant ciblé une voiture à Qabatiya, à 5 km au sud du gouvernorat de Jenin. Des centaines de Palestiniens ont donc assisté cet après-midi aux funérailles des 2 jeunes hommes. Des familles se sont recueillies ce dimanche devant les corps de Palestiniens tombés en martyrs la nuit précédente lors de bombardements sionistes sur Jenin. Des adieux amers qui font partie de leur lot quotidien, en particulier depuis le 7 octobre 2023. Au 13e jour consécutif depuis le début de l'agression sioniste sur Jenin, le nombre de martyrs s'est élevé à au moins 25, dont des enfants. S'ajoutent à cela les campagnes massives d'arrestation, les déplacements forcés et les destructions généralisées de biens et d'infrastructures. L'entité sioniste poursuivait également ce dimanche ses agressions sur le gouvernorat de Tulkarm et son camp pour le 7e jour consécutif. Hier soir, les forces d'occupation accompagnées de chiens policiers ont perquisitionné les domiciles des citoyens dans divers quartiers, les ont fouillés et les ont soumis à un interrogatoire, semant la panique parmi les habitants. À noter que cette agression a provoqué la destruction complète des infrastructures et l'interruption des services de base tels que l'eau, l'électricité, Internet et les communications, accompagnée d'une pénurie de nourriture, de fournitures médicales et d'eau potable. En Iran, les forces maritimes des gardiens de la Révolution ont dévoilé samedi de nouvelles images diffusées par la télévision d'État iranienne, montrant une nouvelle base navale souterraine comportant des centaines de missiles de croisière de type Radar 380, disposant d'une portée de 1000 km. Restez avec nous, on passe à l'actualité en Afrique juste après ce jingle.
La République arabe sahraoui a participé à la deuxième réunion annuelle des ministres de la Défense organisée à partir de samedi dans la capitale égyptienne, le Caire. Lors de la réunion, le chef des opérations au ministère de la Défense sahraoui, le colonel Hamidi, qui dirige la délégation sahraoui, a prononcé un discours dans lequel il a salué le rôle de premier plan joué par l'Algérie lors de sa précédente présidence de la capacité nord-africaine et les directives émises par le président Abdelmajid Tebboune lors du 6e sommet biannuel de coordination de l'Union africaine tenu en juillet dernier au Ghana concernant la révision du concept stratégique de la force africaine en attente. Le parti espagnol Sumar a appelé son gouvernement à exiger du Maroc des éclaircissements concernant l'interdiction faite à une délégation du Parlement basque d'entrer dans la ville de Laayoune, au Sahara occidental occupé, où elle avait l'intention de se rendre pour s'enquérir des conditions de vie des Sahraouis. Dans une lettre adressée au ministère espagnol des Affaires étrangères, les députés du parti ont déclaré que les agissements du Maroc sont extrêmement graves, d'autant plus que la mesure prise par le Merzen concerne une visite officielle de députés du Parlement basque dont le ministère a été informé à l'avance. Crise en Libye, le chef du conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Menfi a souligné ce dimanche la nécessité d'organiser un référendum sur les points controversés du projet de loi électoral, réitérant dans un post sur le réseau social X la position du conseil présidentiel selon laquelle le peuple devrait être consulté par le biais d'un référendum libre et équitable sur ces points émanant du comité 6+6. Mohamed El-Menfi a par ailleurs appelé les institutions libyennes issues de l'accord politique à consulter et à évaluer les recommandations des conseillers de la mission de l'ONU afin de surmonter les obstacles à la tenue des élections générales. Le chef du conseil présidentiel libyen Mohamed El-Menfi s'est également félicité de la formation d'un comité consultatif pour la mission de l'ONU, tout en mettant en garde contre les pressions exercées sur cette dernière. Guerre au Soudan, au moins 54 personnes ont été tuées et 158 autres blessées samedi dans un bombardement imputé aux forces de soutien rapide ayant ciblé un marché à Omdurman, proche banlieue de Khartoum. Selon des témoins oculaires, les roquettes sont tombées au milieu du marché aux légumes à quelques mètres seulement de l'hôpital Nou, l'un des derniers établissements de santé à fonctionner dans la région qui avait déjà été ciblé à plusieurs reprises. Conflit en République démocratique du Congo, des milliers d'habitants qui avaient fui leur village face à l'avancée du M23 ont commencé à quitter les camps de déplacés installés dans la périphérie de Goma, alors que le groupe armé soutenu par le Rwanda continue sa progression après avoir pris le contrôle de la grande ville. Ils nous ont chassés de nos maisons, puis nous ont amenés ici, au camp de Lushagala. Nous sommes restés ici, mais lorsque la guerre est revenue, nous avons eu peur et nous avons couru jusqu'à Goma. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons entendu que nos maisons étaient détruites. Nous y sommes retournés, mais il ne restait plus rien. C'est pourquoi nous voulons juste rentrer chez nous. Il n'y a pas d'autre endroit où rester. Chaque jour, nous portons notre fardeau sur le dos. Vivons dans une peur constante, sans paix. Nous ne pouvons que prier pour que nos dirigeants reconnaissent nos souffrances, mettent fin à la guerre et nous aident à reconstruire nos vies grâce à l'agriculture. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons été contraints de quitter nos maisons, nous avons fait nos valises et nous sommes venus ici. Aujourd'hui, nous ne revenons que pour ramasser du petit bois, alors que d'autres personnes déplacées ont déjà pris ce qui restait de nos maisons. Ils prennent tout. Et nous, les propriétaires légitimes, n'avons plus rien. C'est la souffrance. La pluie va bientôt s'abattre sur nous et nos enfants. Et nous n'avons rien pour les protéger. Je ne sais pas où mettre les enfants, ni avec quoi les coucher.
découvrir. C'est ainsi que nous souffrons. La ville de Goma qui commence tout doucement à revivre après plusieurs jours de combat entre les forces congolaises et les combattants du M23. Mais les morgues débordent et les membres de la Croix-Rouge congolaise et du Comité international de la Croix-Rouge continuent toujours de ramasser des dizaines de corps par jour. Selon l'ONU, au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 blessées lors des combats pour le contrôle de la ville entre dimanche et jeudi. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé un appel urgent de 22 millions de dollars pour venir en aide aux enfants victimes des violences qui font rage dans l'est de la RDC. L'UNICEF qui se dit gravement préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire dans la région. Au cours des 3 derniers mois, 658 000 personnes supplémentaires ont été déplacées dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dont au moins 282 000 enfants, selon l'agence onusienne. Et je vous le disais tout à l'heure en titre, le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris attache ce dimanche avec plusieurs de ses homologues des pays africains impliqués dans ce conflit en République démocratique du Congo, ainsi que des pays engagés dans des efforts de médiation visant à assurer un règlement pacifique à ce conflit. Le chef de la diplomatie algérienne a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec ses homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda, échangeant avec eux les voies et moyens susceptibles de mettre un terme à la dangereuse escalade du conflit prévalant à l'est de la RDC et d'ouvrir la voie à une relance effective du processus politique pour le règlement définitif de ce conflit. Il s'est également entretenu par téléphone avec ses homologues de l'Angola, du Kenya, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda afin d'aboutir à une mobilisation diplomatique accrue de toutes les forces vives du continent pour favoriser un climat d'apaisement et de sérénité propice aux efforts de médiation et de règlement de ce conflit. Et on passe au reste de l'actualité internationale avec ces nouveaux développements dans le conflit en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses forces ont pris le contrôle d'une colonie au cours de la journée écoulée et ont ciblé les infrastructures militaires ukrainiennes, notamment les installations aéroportuaires, les sites d'assemblage et de stockage de drones et les installations énergétiques. Kiev et Moscou qui se sont mutuellement accusés ce dimanche d'avoir frappé une ancienne école abritant des civils dans la région russe de Koursk. La partie ukrainienne a déclaré que 4 personnes avaient été grièvement blessées dans une attaque russe dans la région, tandis que le ministère russe de la Défense a accusé Kiev de crime de guerre en lançant une frappe de missiles ciblée contre la ville. Allez, on parle justement de la situation sur le front en Ukraine avec notre invité du 19h. Avec nous ce soir, Manuel Pouchelet, expert en relations internationales. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors c'est dans un conflit qui bouclera bientôt sa 3e année. Ces derniers jours, l'armée russe a revendiqué la conquête de plusieurs localités, dont Pokrovsk, considérée comme une ville clé pour la logistique militaire ukrainienne dans l'est du pays, signe finalement que les Russes avancent intelligemment, n'est-ce pas Manuel Pouchelet ? L'armée russe, de toute façon, se conforme au plan qu'elle avait arrêté, j'allais dire même dès le début de cette guerre, en fait. Et en attaquant, si vous voulez, un nœud logistique, elle sait pertinemment qu'elle va forcément handicaper les forces ukrainiennes, puisque le général Eisenhower, on s'entend, disait que sans les logisticiens, je ne peux rien faire. Et force est de constater que pour l'instant, la Russie attaque des places fortes ukrainiennes qui semblent aussi mal défendues, mais je vous ferai remarquer une chose,
l'absence de défense efficace de l'armée ukrainienne s'explique par de nombreux manquements en termes d'armement et aussi de formation. La Russie, de toute façon, a toujours été conforme à ce qu'on appelle son journal de marche des opérations, c'est-à-dire le rétro-planning, si je puis me permettre, pour traduire un petit peu aux téléspectateurs, de ces opérations. Et pour l'instant, elle est en posture de défense ferme et de conquête qu'elle risque bien sûr de réussir. En tout cas, pour l'instant, l'Ukraine est en grande difficulté, mais en même temps, du côté otanien, on s'interroge aussi sur certaines initiatives du côté ukrainien qui semblent, on va dire, souvent maladroites. On note également que l'armée ukrainienne commence à manquer sévèrement de soldats. Vous qui parliez des manquements, elle peine d'ailleurs à recruter de nouvelles troupes, notamment face aux réticences de la population qui est épuisée de ces 3 années de combats très meurtrières. Et puis il faut le dire, ces jeunes, ils y sont pour rien finalement, Manuel Pouchelet, pour se présenter au front comme de la chair à canon, n'est-ce pas? Comment est-ce que Kiev compte poursuivre ses attaques avec une armée de plus en plus affaiblie? Je pense qu'il est grand temps, comme l'a précisé Marco Rubio, le secrétaire d'État américain à l'international, donc l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères, il faut que cette guerre cesse. La population est, on va dire, excédée de ce conflit qui s'annonce dans la durée. Les régions qui ont été conquises, je le rappelle, sont essentiellement avec des minorités russophones, d'accord? Et en même temps, on a aussi, pour former un soldat, cela nécessite de nombreuses années, et lever une armée est, on va dire, un acte de défense, puisque l'Ukraine défend son territoire aussi, délicat à mener. Maintenant, je pense que la population ukrainienne semble avoir aussi, de son côté, épuisé les décisions et surtout la manière dont le recrutement est fait, puisque c'est violent, on voit souvent sur des réseaux sociaux ou même d'autres médias d'information, des personnels de l'armée ukrainienne qui viennent en ville et qui enlèvent carrément des jeunes qui sont potentiellement éligibles, si vous voulez, à servir dans les forces armées ukrainiennes. Mais on constate, ce que vous dites est vrai, il y a une forme d'épuisement de la population, ce qui annonce peut-être un nouveau tournant et un risque aussi pour la politique menée par M. Zelensky. Il y a aussi la région de Koursk qui a été récupérée par les Russes, une région où les combats font rage en ce moment. D'ailleurs, il y a Kiev et Moscou qui s'accusent mutuellement d'avoir frappé une école servant d'abri près de la région. Surtout qu'il y a eu plusieurs bombardements aujourd'hui et la liste des victimes ne fait que s'allonger, Manuel Pouchelet. Oui, la liste des victimes, malheureusement, s'allonge. Nous sommes dans une logique de guerre, mais reste très en deçà des conflits mondiaux qui ont précédé, celui-ci en tout cas. Mais vous savez, Koursk a toujours eu une connotation particulière, que ce soit pendant l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, et également notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où il y a toujours eu des affrontements particulièrement meurtriers dans cette région, puisque le relief est malheureusement commande, comme on dit dans les opérations militaires, et de toute façon, l'Ukraine n'était plus vraiment en mesure de résister à Koursk, à tel point qu'elle faisait la sourde oreille aussi aux invectives un petit peu de l'OTAN qui lui demandaient de se replier en bon ordre, sachant qu'il y a d'autres points de faiblesse où l'armée ukrainienne risquerait de se faire enfoncer, comme on dit, par l'armée russe en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que l'armée ukrainienne a finalement mis toute son énergie sur Koursk ? Oh, vous savez, rappelez-vous, elle avait mis toute son énergie sur d'autres villes, l'an dernier, il y a maintenant 2 ans. Je pense qu'on arrive à une forme d'épuisement de cette armée ukrainienne. On a aussi M. Zelensky qui a profondément remanié ses états-majors. Et vous savez que les chefs militaires ont aussi l'appréciation du terrain, comme je viens de vous le dire, qui commandent. Et force est de constater que ils ont aussi, comme je l'annonce régulièrement, il manque aussi de vecteurs militaires, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'armes, où ces systèmes d'armes ne peuvent pas communiquer. Si vous voulez, il y a une rupture dans la chaîne entre ces matériels. Je pense en les canons, les chars, les avions. Tout d'un coup, on n'entend plus parler, rappelez-vous, des F-16 qui étaient annoncés, qui pouvaient éventuellement renverser le cours des opérations, ce qui n'est pas le cas. Une chose est sûre, c'est que l'OTAN commence à s'interroger aussi sur son engagement. La chaîne logistique connaît aussi des difficultés, puisque pour faire la guerre, il vous faut des munitions. Mais il vous faut aussi des gens. Viennent à manquer pour Kiev.
Tout à fait, parce que je vous rappelle que la Russie a la pleine capacité de ses moyens. Et aujourd'hui, quand on regarde la guerre moderne, tous les États qui réussissent leurs opérations sont eux-mêmes fabricants de leur propre matériel et donc assurent une chaîne logistique qui fonctionne parfaitement. La différence entre l'Ukraine et la Russie est là. L'Ukraine a certes des moyens de l'OTAN, mais qui sont défaillants dans la mesure où la panoplie n'est pas complète. Et en même temps, je vous rappelle qu'il faut une longue formation pour pouvoir prétendre à servir ces matériels. Mais j'ajouterai à cela une petite subtilité supplémentaire, c'est que vous avez aussi une doctrine d'emploi de ces matériels, et force est de constater que pour l'instant, l'armée ukrainienne ne maîtrise pas tous ces éléments. Alors mardi dernier, le président russe Vladimir Poutine a été clair. Il annonce qu'il était prêt à négocier pour mettre fin au conflit, mais il rejette toute discussion directe avec Volodymyr Zelensky. Ce dernier serait illégitime selon Poutine. Qu'en pensez-vous, Manuel Pouchelet ? C'est le verbatim habituel de M. Poutine, des relations diplomatiques, parce que normalement, M. Zelensky n'est plus éligible. Je crois qu'il n'est même plus théoriquement en poste depuis mai l'année dernière. Donc c'est pour cela que M. Poutine confronte aussi M. Zelensky à ses propres contradictions et in extenso l'OTAN et même les Européens. Mais vous savez, je pense que ces négociations de paix se feront essentiellement entre la Russie et les États-Unis, puisque le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, l'a reprécisé encore ce week-end. Il faut que cette guerre en Ukraine cesse, tout comme cela a été martelé par le président Donald Trump. Je pense que Marco Rubio fera le travail de fond avant que M. Trump et M. Poutine puissent se rencontrer dans d'excellentes conditions pour enfin négocier. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'une guerre en Europe va se retrouver encore une fois résolue par des Américains. Je pense aux accords de Dayton en 1995 sur le cas de l'ex-Yougoslavie. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, elle divise aussi les pays de l'Union européenne, notamment avec des approches dit complètement différentes, et même certains se lassent aussi, je pense à la Slovaquie, je pense à la Hongrie, de ce conflit qui dure, puisque bien sûr, derrière ce conflit, vous avez l'enjeu des ressources naturelles et notamment du gaz russe, qui est très précieux pour l'Europe en tout cas. Vous me tendez la perche pour revenir à cette déclaration de l'émissaire américain Keith Kellogg, qui a déclaré dans une interview à Reuters que les États-Unis souhaiteraient que des élections aient lieu en Ukraine, des élections présidentielles et législatives, surtout lorsqu'on sait, vous le disiez tout à l'heure, que le mandat de Volodymyr Zelensky s'est achevé en mai 2024. Pourquoi cette déclaration en ce moment précis, Manuel Pouchelet ? Je pense que les Américains, vous savez, sont très lucides sur le dossier. Ils constatent qu'il y a des tergiversations européennes et en même temps, vous avez aussi une vision différente du dossier où derrière, cette administration Trump cherche aussi à réparer les initiatives, excusez-moi du mot, malheureuses de l'administration de M. Biden. Mais attention, ne nous y trompons pas. Cette guerre en Ukraine est aussi favorable à l'économie américaine dans la mesure où, derrière, les Américains demandent à l'Union européenne d'acheter leur matériel et qu'en même temps, elle ne participera pas, si vous voulez, à une force d'interposition dont on parle de plus en plus entre l'Ukraine et la Russie. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire la paix. Les Américains semblent tout d'un coup pressés par un calendrier où l'on sait que leur agenda, d'ici quelques mois, risque d'être très préoccupé par la situation à Taïwan. Et ce n'est pas comme en 1944 et 1945 où les Américains avaient été capables de mener deux fronts aussi bien dans le Pacifique qu'en Europe, où là finalement ils risqueraient de laisser les Européens seuls face à la Russie, et l'Europe bien entendu tremble. On n'en parle pas beaucoup dans les chancelleries européennes, mais il est temps de trouver un compromis et également de trouver une solution à l'Ukraine, c'est-à-dire d'organiser des élections. Mais vous savez, les élections, quand on regarde l'histoire de l'Europe, je pense notamment à celle de la France, où on avait M. Clémenceau, qui en 1917 avait été très clair avec une forme d'anaphore. Politique étrangère, je fais la guerre. Politique économique, je fais la guerre. Politique intérieure, je fais la guerre. C'est exactement le cas de figure que vous avez actuellement en Ukraine. Et pour l'instant, il serait peut-être bien que l'on arrive à tenter une négociation. Et je crois que la semaine dernière, M. Zelensky s'est rendu en Europe et même en France pour justement trouver du soutien. Mais le tout est de savoir, vous savez, dans le secret de ces négociations, il y a sûrement, et je l'espère en tout cas, un ordre du jour qui va
s'orienter, excusez-moi, vers des solutions de paix. Et je me répète volontairement, Marco Rubio l'a exigé. Il a même employé le terme de must, et en anglais, c'est une obligation absolue. Est-ce que vous pensez dans ce cas-là que l'élection de Trump est porteuse de paix lorsqu'on fait la comparaison avec Joe Biden qui avait échoué à arriver à cette paix? Oh, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, M. Trump, il s'est orienté dans une guerre économique, puisqu'on parle de taxes douanières. Mais je vous rappelle que le discours de la campagne de M. Trump, c'est principalement le MAGA, Make America Great Again. Il se moque, on va dire, de la situation en Europe, tant que cela sert ses intérêts économiques, notamment avec le marché des ventes d'armes. Il faut être très clair sur ce sujet. Maintenant, il est vrai que l'arrivée de Donald Trump semble accélérer, on va dire, des négociations, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que cela ne mobilise pas plus l'Union européenne, où d'ailleurs, en 1970, Henry Kissinger, secrétaire d'État, encore une fois, avait déclaré « l'Europe, c'est quel numéro ?» Donc vous voyez, finalement, une solution américaine pour des Européens, cela a difficilement fonctionné si on regarde l'histoire, si vous voulez, encore récente des accords de Dayton, puisque vous avez un pays comme l'ex-Yougoslavie qui est encore fracturé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Américains vont proposer? Puisqu'encore une fois, ce sont les Européens qui vont subir ces conséquences. Mais M. Poutine et M. Trump risqueraient de s'entendre en sacrifiant, si vous voulez, cette unité européenne qui aujourd'hui n'est plus. Finalement, M. Macron parlait de l'OTAN état de mort cérébrale. L'OTAN a été ravivée, si vous voulez, avec ce conflit en Ukraine. Mais aujourd'hui, je pense que l'on a épuisé tout type de négociation avec la Russie, qui, je le rappelle, a toujours été déterminée sur ses positions, sur ses choix, avec une rare forme de transparence. Mais en tous les cas, elle confronte les Européens et les Américains à leurs contradictions. Mais comme cela a des conséquences économiques lourdes, puisqu'on oublie aussi les routes de la soie, notamment avec M. Xi Jinping qui s'inquiète du durcissement de cette situation, mais également de cette durée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les guerres au XXIe siècle sont longues. Regardez l'exemple de la Syrie, regardez l'exemple que l'on est actuellement aussi en train de vivre avec Israël et la Palestine. Ce sont des conflits qui s'inscrivent sur le temps long. Donc forcément, malheureusement, j'allais dire, les négociateurs possibles, si vous voulez, dans cette paix entre l'Europe, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, il y aura aussi d'autres acteurs. Et il y a eu des tentatives, mais si vous voulez, elles ont avorté. Je pense notamment à la tentative d'Ankara, en tout cas. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous, madame. 3 mois après les inondations meurtrières ayant endeuillé l'Espagne, ils étaient près de 25 000 personnes à être une nouvelle fois descendues dans les rues de Valence pour protester contre la gestion de cette catastrophe, scandant des slogans tels que « Mazone, démission ». Faites savoir à Mazon que nous ne sommes ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, mais des habitants ordinaires de Valence. Nous sommes contre tout ce qu'il fait parce qu'il n'a pas géré les choses correctement et qu'il aurait dû faire preuve d'un peu d'éthique. Nous sommes aux côtés des familles qui ont perdu de nombreux êtres chers à cause de la mauvaise gestion. Il est évident qu'il devrait démissionner en raison de la gestion épouvantable dont il a fait preuve pendant la tempête. Regardez les inondations, les victimes et les personnes qui ont perdu non seulement des biens matériels, mais aussi de nombreux proches, des membres de leur famille, leur maison, et qui ne voient pas de solution à court terme. Sous la même pluie qui a noyé nos camarades bien-aimés, nous nous tiendrons ici pour demander aux responsables de partir car il est timbré et qu'il n'a pas encore démissionné. Et s'il ne part pas, nous le mettrons dehors. Les relations entre le Canada et les États-Unis se crispent de plus en plus. Le pays a annoncé samedi la mise en place de droits de douane sur les produits américains en représailles à ceux annoncés plus tôt par Donald Trump en début de guerre commerciale qui inquiète les Canadiens. We're also standing up
Si le président Trump veut inaugurer un nouvel âge d'or pour les États-Unis, la meilleure voie est de s'associer avec le Canada et non de nous punir. Malheureusement, les mesures prises aujourd'hui par la Maison-Blanche nous divisent au lieu de nous rassembler. Le Canada répondra à l'action commerciale des États-Unis en imposant des droits de douane de 25% sur des produits américains d'une valeur de 155 milliards de dollars canadiens. Et la Chine, elle aussi, a promis de répliquer aux nouveaux droits de douane américains sur ses produits officialisés par Donald Trump, en réaffirmant que les guerres commerciales ne faisaient pas de vainqueurs et annonçant des mesures correspondantes pour protéger résolument les droits et intérêts chinois. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est arrivé samedi soir au Panama où il compte défendre les intérêts des États-Unis. Principal sujet sur la table, les revendications de Donald Trump sur le canal de Panama, vivement rejetées par le pays d'Amérique centrale. Environ 300 personnes se sont rassemblées ce dimanche dans la ville de Waukegan, dans l'État américain de l'Illinois, pour exprimer leur soutien aux immigrés et protester contre les expulsions massives de migrants sans papier ordonnées par la nouvelle administration Trump. Right now, it can't just be a one-time thing where it's all this commotion, things are happening. You guys have to be consistent and sustain the movement, all right? On reste aux États-Unis. Les démocrates ont élu samedi Ken Martin, le chef du parti au Minnesota, à la présidence nationale, se tournant vers un agent politique discret du Midwest pour coordonner leur résistance à la présidence de Donald Trump. Ken Martin succède donc à Jamie Harrison de Caroline du Sud à la tête du comité national démocrate. I want you all to give a DNC welcome to our new chair of the Democratic National Committee, Chairman Ken Martin. Et ce drame, un incendie massif a éclaté dans une raffinerie de Martinez en Californie, faisant plusieurs blessés. Suite à cet incident, il a été conseillé aux habitants des quartiers voisins de rester à l'intérieur, de fermer toutes les fenêtres et les bouches d'aération et de couvrir les fissures autour des portes avec des serviettes humides ou du ruban adhésif pour se protéger de la fumée de l'incendie. En Amérique latine, le Sénat brésilien a élu l'homme politique Davi Alcolumbre comme son nouveau président. Avec 73 voix sur 81, Alcolumbre du parti de centre-droite União Brasil AP prend donc ses fonctions pour un deuxième mandat en tant que président du Sénat, ayant déjà occupé le même rôle de 2019 à 2021. A cada senador, a cada senadora, porque há exatos 6 anos atrás, que não é apenas no Senado, mas também no Congresso Nacional, Les violences se poursuivent en Haïti. Au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 100 maisons incendiées lors d'une attaque de bandes armées dans la commune de Kenskoff, située dans les collines de Port-au-Prince. L'attaque a également fait de nombreux blessés et déplacés. Certaines personnes ont été tuées dans leur maison et d'autres alors qu'ils travaillaient dans les champs de cette commune. L'un
L'Inde a annoncé des baisses générales de l'impôt progressif sur le revenu, notamment destiné à la classe moyenne, dans une tentative de stimuler une économie lestée, notamment par une consommation urbaine atone. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les propos de la ministre indienne des Finances. The middle class provides strength for India's growth. La classe moyenne est le moteur de la croissance de l'Inde. Le gouvernement actuel, sous la direction du Premier ministre Modi, a toujours cru en l'énergie admirable et en la capacité de la classe moyenne à construire la nation. Nous avons périodiquement réduit leurs charges fiscales. Juste après 2014, la tranche d'imposition nulle a été portée à 2,5 millions de roupies, puis à 5 millions de roupies en 2019 et à 7 millions de roupies en 2023. Cette mesure reflète la confiance que nos gouvernements accordent aux contribuables de la classe moyenne. Je suis heureuse d'annoncer qu'il n'y aura pas d'impôt sur le revenu à payer jusqu'à un revenu de 12 lakhs de roupies. Payable up to income of 12 lakh rupees. Et voilà, Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Je vous dis à très bientôt.